Et puis quand on ouvre un petit peu les réseaux sociaux et qu'on voit le nombre de gens talentueux qui nous entourent, il y a aussi un peu cette pression de mais attends, le mec il a 10K followers, moi j'ai 600 personnes qui me suivent, qu'est-ce que je suis légitime en quoi en fait? Et en fait le fait d'avoir osé, ça m'a libérée. Ça m'a libérée de cette pression parce que je me suis dit après tout qu'est-ce que j'en ai à faire? En fait que ça plaise ou pas, si déjà à moi ça me plaît, si ça plaît aux autres, mais c'est tout bénef. Parce que forcément, avec ce que je fais, moi, je sais pas si t'as vu, mais mes illustrations, c'est que des femmes. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le Syndrome de la Page Noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Chloé, et qui est Bonnie Illustration, qui m'a reçu chez elle. Pour que tu puisses comprendre le contexte, on va parler à plusieurs reprises de Guillaume. Guillaume, c'est le musicien avec qui j'ai discuté dans l'épisode précédent. Je suis donc chez eux, et la discussion avec Chloé a lieu juste après celle avec Guillaume, d'où les références multiples. Chloé est, comme tu l'as deviné, illustratrice. On a discuté du lien entre l'art et la santé mentale, la nécessité de faire les choses qu'on aime avant de penser à ce que le public aime, des pannes de créativité et plein d'autres sujets. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux t'abonner ou laisser un avis sur la plateforme que tu utilises, alors majoritairement YouTube et Apple Podcast. Ça va m'aider à faire connaître ce podcast. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. Du coup, salut Chloé. Salut Nico. Pour commencer, j'aimerais que tu nous dises, donc tu fais de l'illustration, Ouais, tu ça. fais de la musique C'est aussi. ça. Comment t'en es venu à tout ça? T'étais quel genre d'enfant? Qu'est-ce qui te parlait? J'étais une enfant très très sage, Ouais. qui faisait pas de bruit, aucune bêtise. Et en fait, j'ai une maman qui est artiste. Ah, Donc depuis toute petite, j'ai été dans la peinture. elle est peintre? Ouais, voilà. En fait, elle fait tout. Mhm. Elle fait de la peinture, des décorations florales, des costumes. Pendant longtemps, elle peignait sur des capots de voitures, des femmes guerrières avec des animaux fantastiques. Du coup, depuis enfant, j'ai été là-dedans. Et j'ai toujours été donc, très intéressée par tout ce qui était manuel. Mais je le faisais, mais sans plus que ça. Et j'ai un papa qui est passionné par la musique. Du coup, il y avait tout le temps de la Ah oui, musique donc une à la famille maison. d'artistes. Voilà. Tout le temps de la musique à la maison. Et donc, depuis petite, j'ai chanté. J'ai fait pas mal de chorales. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée là-dedans. Donc, ça a été un peu quelque chose de naturel pour moi depuis toujours. Sauf que j'ai pas été depuis toujours dedans, puisque c'était plus, un cadre de vie, plus que un métier. Quand j'ai commencé à me chercher et à me demander qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie, mes parents, en fait, ils m'ont toujours aiguillée en me disant non, tu vas faire du droit. Ah bon? Voilà. Donc t'avais une famille d'artistes alors, en qui fait, te disait de faire du droit. ouais, pour revenir un peu avant, en gros, j'ai fait, à partir de la 3e, une option cinéma audiovisuel. D'accord. Et aussi tout le lycée, donc j'ai eu mon bac avec cette option-là, parce que j'étais très intéressée par ce milieu. J'ai eu mon bac avec mention 20 en cinéma, et donc je me suis dit bon, je vais faire une école de cinéma, ça va être top. Et en fait, je sais pas, je me suis mis à paniquer. Et j'ai dit oh non, je sais pas ce que je veux faire. Et mes parents m'ont dit bon tu vas faire du droit, on t'a inscrit à la Sorbonne. Et pourquoi du droit? Parce qu'ils voulaient m'assurer, je pense, une certaine sécurité, parce que ma mère, en tant qu'artiste, n'a jamais eu cette sécurité. Elle a pas eu la chance de pouvoir faire des études, et du coup, moi, comme une bonne petite fille sage, j'ai fait d'accord, je vais faire ça. Et ça m'a plu. Ça m'a plu quand même. Ah, t'as kiffé quand même. T'as pas vécu une scolarité malheureuse. J'ai pas vécu un enfer, mais c'était pas non plus. Je me retrouvais pas à 100% dedans. Du coup, après ma première année de droit, j'ai dit je pars vivre à Londres, je vais faire de la musique. Donc grand choc pour ma famille. Donc on est d'accord, hein, c'est entre la première et la deuxième, tu te dis en voilà. fait on lâche tout, Ouais, voilà. go London. J'ai toujours été très impulsive et j'ai toujours écouté vraiment ce que je ressentais, ce dont j'avais besoin. Donc je me suis dit non, je veux faire de la musique, je pars vivre à Londres et je vais essayer de faire ça là-bas. Donc je suis partie vivre à Londres, j'y suis restée 6 mois.
parce que face à la réalité des choses, que ça coûte très cher là-bas. Que, Ah, mais Londres, c'est super cher. un scandale, un scandale. Et en fait, j'ai rapidement plus d'argent. Du coup, je suis rentrée un peu la queue entre les jambes de chez mes parents. Genre, putain, j'ai tout foiré. Ils m'ont dit, c'est pas grave, tu vas retourner à l'école de droit, ça va bien se passer. J'y suis retournée. J'ai travaillé comme jamais. C'est-à-dire que je dormais presque plus pour préparer les examens. Et en fait, le jour des examens, mon corps a lâché. Je tombe dans les pommes. Et physiquement, je tombe dans les pommes. Et en fait, on m'a dit, ouais, vous avez fait un burn-out. Donc, mot qu'à l'époque, qui était encore en plus très peu connu. Et je me suis dit quoi? Et là, je me suis dit, non, mais en fait, c'est parce que tu fais pas du tout ce que t'as envie de faire. Ah, tu l'as identifié? Je l'ai identifié. Je me suis dit, c'est ton corps qui te dit, mais non. Parce que souvent, les gens, ils croient que le burn-out, c'est parce que tu t'épuises, et pour avoir fait un truc qui ressemblait un petit peu là récemment, et avoir recherché, en fait, le burn-out, c'est justement quand t'es en décalage entre tes valeurs profondes et ce que tu fais. Et je l'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris que je faisais pas du tout ce qui me faisait du bien, même si le droit, y a rien de mal à ça. Hein. Et du coup, je me suis vachement remise en question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc, j'ai fait pas mal de petits jobs d'appoint parce qu'il fallait que j'avais un appart, donc que je paye mon loyer. Et un jour, je me suis dit, bah tiens, tente les beaux-arts. Donc, j'ai passé le concours des beaux-arts, j'ai été admise. Et j'y suis pas allée. Tu es pas allée? J'y suis pas allée parce que j'avais 25 ans à l'époque et je me suis dit, attends, tu vas te retaper 5 ans d'études. Ah, 5 ans les beaux-arts? Voilà. Ah ouais. Si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, 5 ans d'études, parce que les beaux-arts, c'est cool de les faire, mais quand tu fais 1, 2, 3 ans, enfin, t'as pas grand-chose après. Et en fait, faut que t'as un loyer à payer. Tu peux pas faire 5 ans d'études comme ça et du coup, j'ai pas été aux beaux-arts, donc j'ai repris des petits boulots comme ça, comme ci, par là. Et un jour, la vie a fait que je suis tombée très malade, j'ai eu une tumeur au cerveau. Donc on m'a dit que j'allais mourir. Et en plus, je devenais aveugle d'un œil. T'avais quel âge? J'avais du coup 26 ans. 26 ans. Donc ça a été un vrai choc parce que je m'y attendais pas du tout. Ça a été découvert dans l'urgence. J'ai été opérée 3 jours après le diagnostic. Et j'ai survécu puisque je suis en train de te parler. Et quand je me suis réveillée de tout ça, parce que j'ai passé plusieurs jours en réanimation, le premier truc que je me suis dit, c'est putain, attends, t'as une chance de dingue là en fait, t'as une chance de dingue. Fais quelque chose qui te plaît vraiment, mais qui est rentable aussi, qui est rentable. Et du coup, je me suis dit voilà, l'art c'est cool, mais en fait là, c'est clairement pas ce qui te fera manger. Donc ma deuxième passion, c'est depuis toujours les animaux. Et donc, j'ai fait des études pour devenir en fait infirmière vétérinaire spécialisée en urgence. J'ai eu mon diplôme au bout de 2 ans, donc j'ai repris les études quand même. Et j'ai fait ce métier pendant 2 ans, quasiment. Et pareil, j'ai recraqué. J'ai recraqué. Ouais. Mais pourtant, tu disais que tu kiffais. Mais j'adorais ça, mais il y a toujours un truc qui bloquait, parce que j'aime les animaux, il y a toujours un truc où mon corps me dit non, ça c'est bien, mais c'est pas toi. Et donc suite à ça, j'ai un ami en fait qui est tatoueur qui m'a proposé de venir bosser dans son salon de tatou en tant que manager, parce que c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup, c'est forcément un milieu artistique. Je m'étais longtemps posé la question de si je voulais faire ça aussi ou pas, et je me suis dit, ça peut être un pied d'entrée là-dedans, et ça te rapporte un salaire quand même, c'est bien. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, ça m'a beaucoup plu, et je pense que ça m'a permis vraiment de me trouver, parce que j'étais au contact de gens qui créent non-stop. Bien sûr. J'avais un espace pour moi aussi créer si j'avais envie de créer, donc ça a été super. Et donc finalement, j'ai décidé d'en partir. Parce que je me suis dit, ça y est, il faut que tu voles de tes propres ailes et que tu fasses vraiment ce que tu veux. Mais cette fois, il n'y a pas eu de burn-out. Cette fois, il n'y a pas eu de burn-out, ça se passait bien, ça a été un choix, un vrai choix. Et en fait, il y a eu le confinement. Et du coup, je me suis dit, c'est génial. C'est génial qu'il y ait le confinement parce qu'en fait, je vais pouvoir du coup lancer ce que je veux faire, donc de l'illustration. Et je vais avoir mes journées entières pour me consacrer à ça. Et surtout que moi, je suis quelqu'un de très casanière, j'aime beaucoup être chez moi. C'est un endroit qui m'inspire beaucoup, parce que j'ai la chance d'avoir un atelier dans mon appart où je peux dessiner, peindre, faire de la musique. Et je me suis dit, ça va être top. En plus, mon copain Guillaume, il est musicien aussi, donc
quand on est entouré de gens créatifs, c'est... Et d'ailleurs, t'as fait une illustration qui dit The home is the favorite place to be, un truc comme ça, pour dire que c'est le meilleur endroit que tu... Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que c'est pas pour tout le monde le meilleur endroit, hein, clairement, mais pendant le confinement, en fait, je me suis vraiment révélée, quoi. J'ai jamais autant produit de ma vie, parce que j'ai toujours dessiné, hein, même quand je faisais des choses que j'aimais moins, j'ai toujours dessiné. Et je produisais, mais à un point où les gens qui me connaissent m'envoyaient des messages genre putain mais comment tu fais, c'est un truc de donc non dingue. seulement tu produisais mais tu montrais aussi. Voilà, et je montrais, du coup j'avais créé peu de temps avant ma page d'illustration, donc Bonnie Illustration, sur Instagram, mais je montrais pas beaucoup de choses parce que je me sentais pas légitime, comme j'ai eu peur toute ma vie de me lancer au final, la peur était toujours là. Et pendant le confinement, mon mec m'a dit non mais franchement, faut être légitime de quoi en fait pour montrer ce que tu fais. Si toi t'aimes ce que tu fais, montre-le et t'auras peut-être des retours. Donc j'ai fait ça. Je produisais à fond, je postais pas tout ce que je faisais parce que voilà, mais beaucoup. Et j'ai eu énormément de retours. J'ai créé une petite communauté autour de moi qui m'a du coup encore plus poussée. Ah oui, forcément. À faire ça. Et en fait, ouais, le confinement, ça a été une véritable révélation, quoi. Je l'ai très très bien vécu parce que en fait, je me suis vraiment découverte. C'est fou à quel point vous êtes capable de vous dire cette chose à l'autre et pas à vous-même. Parce que quand je parlais avec Guillaume, il m'a dit la même chose de toi. Il m'a dit, c'est toi qui lui a dit, voilà, pas besoin d'être légitime, publie des trucs. Et lui, en fait, t'as dit la même chose que tu lui as dit, en fait, je pense que, c'est toujours comme ça. C'est, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est dur à s'appliquer. Et c'est hyper dur à appliquer parce que, Guillaume, moi, ça me faisait vachement de peine pour lui de voir qu'il osait pas assumer, se lancer, alors que je le trouve hyper talentueux. Et quand moi, il m'a dit la même chose, je lui dis quoi, mais t'es sérieux? Mais pas du tout. Pourtant, c'est la même chose. Mais pourtant, mais peut-être parce que ça faisait pas longtemps que vraiment j'osais faire et que lui, ça fait des années qu'il pratique. Ouais, je vois. Et puis quand on ouvre un petit peu les réseaux sociaux et qu'on voit le nombre de gens talentueux qui nous entourent, il y a aussi un peu cette pression de mais attends, le mec il a 10K followers, moi j'ai 600 personnes qui me suivent, qu'est-ce que je suis légitime en quoi en fait? Et en fait le fait d'avoir osé, ça m'a libérée. Ça m'a libérée de cette pression parce que je me suis dit après tout qu'est-ce que j'en ai à faire? En fait, que ça plaise ou pas, si déjà à moi ça me plaît, si ça plaît aux autres, mais c'est tout bénef. Parce que forcément, avec ce que je fais, moi, je sais pas si t'as vu, mais mon illustration c'est que des femmes, parce que j'ai vraiment envie j'ai pas envie de les rendre belles, plus belles ou quoi, parce qu'elles le sont déjà, mais j'ai envie de les glorifier. J'ai envie que les femmes, quand elles regardent mes illustrations, elles se sentent fortes. Et quand j'ai vu qu'il y a des femmes qui m'envoyaient des messages pour me dire merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu dessines, ça me fait vachement de bien à chaque fois que j'ouvre Insta de voir ton truc. Je me suis dit waouh, t'as réussi à 100%. Ça touche des gens. Ouais, ta mission, le fait en tout cas pour moi l'art c'est ça, j'ai envie de provoquer une émotion, si possible positive, en tout cas de faire réagir. Et quand je vois que ça apporte du bien aux autres, c'est le mieux quoi. Y a rien de mieux que ça. Et du coup, là, c'est vraiment la première fois que tu te mets à produire et à montrer des choses ou ouais. Il y a un vrai déclic confinement, Il y a un vrai déclic. J'ai toujours beaucoup dessiné quand il y a eu des choses dures. C'est-à-dire que quand j'ai eu ma tumeur au cerveau, j'ai beaucoup dessiné. J'ai eu d'autres soucis avant, j'ai beaucoup dessiné aussi. Le confinement, c'est quand même quelque chose de dur. Et dès qu'il y a quelque chose de comme ça, je dessine beaucoup. Mais là, le confinement, peut-être le fait d'être... tu vois, dans ton cocon chez toi, que du coup, le monde extérieur ne puisse pas t'atteindre. Je me suis dit, ça y est, vas-y, n'aie pas peur, quoi. Et donc, t'as découvert le secret, que j'ai découvert aussi de mon côté, c'est en fait, t'as pas besoin d'un public de 10 000, t'as pas besoin de 10K followers pour kiffer. Tu touches une personne, c'est déjà... C'est exactement ça, alors forcément, après, quand je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent, je suis encore plus excitée, j'ai encore plus de pression, je me dis, ouais, il y a de plus en plus de monde, il faut que tu les rendes heureux de suivre ta page, parce qu'au final, moi, quand je fais une page, c'est parce que je veux voir du contenu qui me plaît et des choses intéressantes. Mais au début, quand j'avais 15 personnes qui me suivaient, j'étais déjà refaite, quoi. Je me disais, mais c'est génial, parce que je pense que l'art, en tout cas, c'est pas quelque chose qui doit être caché, ça doit être partagé.
Et c'est dans le partage que réside toute la beauté des choses, parce que tu rencontres des gens, t'échanges avec des gens que t'aurais jamais rencontrés avant, qui te font grandir, qui te font mûrir, qui te font avoir des réflexions sur ton travail, qui te permettent d'aller plus loin. Et je suis contente, ouais, d'être passée par. En fait, je regrette pas toutes ces années où j'ai eu du mal à m'exprimer vraiment, parce que je pense qu'en fait, il y a un chemin qu'on suit. Un cheminement, ouais, voilà, et que tout ce qui s'est passé avant, ça a permis de faire ce que je fais aujourd'hui et d'en arriver à là. Et peut-être que trop tôt, je me serais cassé la gueule, et peut-être que trop tôt, ça aurait pas marché. Donc non, je regrette pas tout ça. Mais maintenant, voilà, ce que je regrette, c'est de manquer de temps pour vraiment me lancer dans l'illustration, parce que mon chômage s'arrête bientôt, donc il faut que je trouve un travail qui paye, quoi. Mais ce que tu me disais, ouais, avant qu'on commence, comment tu le vis, comment tu l'envisages? Ben, je le vis pas très bien, parce que c'est dur quand tu viens enfin de Ouais, de trouver, débloquer, voilà, c'est maintenant de tu débloquer, t'y remets, ouais. que d'un coup Ouais. la société, mais ce qui est normal, hein, te rappelle, ah bah, ma cocotte, en fait là, il va falloir que tu travailles, parce que il faut que tu aies un salaire. Bah, il faut que tu t'emploies. Voilà. Moi, je me refuse à utiliser le mot travail, parce que tu travaillais. T'as Oui, vu, tu voilà. faisais Je travaillais, mais en tout cas un travail un emploi, quoi. un emploi. Et c'est vraiment dur pour moi, c'est-à-dire que j'en cauchemarde beaucoup. À ce point? Ouais, je le vois pas comme un échec, mais presque. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une fin en soi, hein. C'est pas parce que là, je vais trouver un emploi que dans 6 mois, je vais pas pouvoir reprendre l'illustration ou quoi. Mais c'est presque un échec, parce que l'illustration, quand je dessine, j'y passe des journées entières. C'est-à-dire que quand je me mets à dessiner, je peux rester 9 heures à dessiner. Wow. Et quand j'ai le truc, j'ai le truc. Et là, avec un emploi, Ah oui, tu peux plus faire 9 heures. tu peux plus faire 9 heures, quoi, à moins de pas dormir, mais bon. Bien sûr. Donc ouais, c'est un peu une déception, et puis il y a forcément le stress de chercher du travail, d'être dans l'inconnu, de se dire est-ce que je vais trouver à temps, est-ce que quand je vais trouver quelque chose, j'arriverai encore à dessiner, est-ce que j'aurai encore un peu de temps pour moi, est-ce que ça va pas complètement me bloquer l'inspi aussi de faire quelque chose de différent. Parce que je pense que comme toute personne qui qui crée, il y a des moments où je suis ça fuse, et des moments où ça devrait fuser, parce que par exemple on me passe des commandes et où c'est page blanche. Page blanche? Ouais, comment tu gères ça? Bah écoute, là tu vois, c'est marrant parce que c'est ce qui m'arrive actuellement. Sur le portrait de quelqu'un que je dois faire, quand j'ai parlé quand la nana m'a demandé, j'étais super emballée, je le suis toujours, hein, mais j'avais 1 milliard d'idées en tête, de par la photo qu'elle m'a envoyée d'elle, j'ai tout de suite vu ce que je voulais faire. Et ce milliard d'idées, tu l'as écrit quelque part? Je l'ai écrit, Ok. ouais, je l'ai écrit, et là, ça fait 3 jours que je suis dessus, et que ça bloque. Et pourtant, t'avais le milliard d'idées. Pourtant, j'ai 1 milliard d'idées, mais j'arrive pas à les remettre en forme comme je me les étais imaginées. Je suis plus dans le mood de création que j'avais il y a quelques jours. Et du coup, c'est frustrant, parce que je fais 1 milliard de dessins différents qui ne me vont pas du tout. J'arrive pas du tout à retranscrire ce que je veux, et donc je regarde j'ouvre des livres, je repense aux femmes qui m'inspirent, je regarde sur Pinterest, mais ça vient pas. C'est qui les femmes qui t'inspirent? Frida Kahlo, énormément, je suis grande fan. Simone de Beauvoir aussi. Et à chaque fois, j'arrive pas à dire son nom de famille. Ah, la jeune activiste Greta Thunberg. Voilà. Enfin, il y en a 1 milliard à citer, mais dans les femmes qui m'inspirent, il y a surtout Frida Kahlo. Je regarde énormément ce qu'elle a fait, toute sa vie, son parcours. C'est plus qu'inspirant, c'est que ça me donne de la force, quoi, quand je lis un peu son histoire. Et des fois, donc ça m'aide de refaire, parce que je fais beaucoup de recherches quand je me mets à faire une illustration. Et des fois, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que comme beaucoup, je sais pas pourquoi, mais la créativité s'en va, quoi, s'en va de ton corps. C'est clair. Elle te quitte. Et tu sais pas quand elle va revenir. C'est ça qui est beau, et c'est ça qui est frustrant aussi. Surtout quand t'as un délai, quoi, Bien sûr. dans le temps. Et les dessins que t'as fait, t'avais quoi? Tu les as jetés? Tu les as montrés? J'ai quand même envoyé déjà quand je travaille pour quelqu'un ou avec quelqu'un, j'envoie toujours
Mais au l'avancement. fur et à mesure, parce que j'ai envie que la personne elle voit que je m'implique, si elle a une idée, je puisse aussi travailler dessus. Mais non, je les ai pas achetés, je les ai tous gardés et ça se trouve demain je vais avoir un déclic et en les regardant ça va marcher quoi. Mais des fois ouais c'est vraie page blanche. Tu parlais de femmes qui t'inspirent et tu parlais de mettre en avant les femmes. J'ai l'impression qu'il y a une démarche féministe dans ce que tu Complètement. fais. Je vois quiconque théorie de dépendre dans ta bibliothèque. Comment Complètement. t'es venue à ça? Depuis toujours. Depuis toujours, je me suis depuis toute petite, je me souviens, intéressée à la cause des femmes, à pourquoi est-ce que les petites filles ont des poupées, les garçons des voitures, pourquoi est-ce que il y a des métiers où il y a essentiellement des hommes, pourquoi est-ce que on est moins payé, pourquoi est-ce que dans la rue c'est compliqué des fois d'être une femme. Ça m'a toujours, ouais, je me suis toujours posé beaucoup de questions là-dessus. Et en grandissant, forcément, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que le féminisme. Et alors pour moi, il y a féminisme et féminisme. C'est-à-dire que je suis dans le féminisme où j'ai envie qu'il y ait une égalité des femmes, mais où je respecte énormément les hommes aussi, l'humain en général. Pour moi, c'est la même chose. J'ai pas envie d'être une féministe au détriment des hommes, avec un petit H. Et du coup, la première chose que j'ai voulu dessiner, ça a été des femmes. C'est venu naturellement. Tu dessines que ça? Ouais, je dessine que ça. Je dessine un peu des animaux aussi, des plantes, etc. Mais pourtant, je sais dessiner des hommes, hein, mais j'en ai pas envie. Pas parce que je les dénigre ou quoi, juste parce qu'ils m'inspirent pas autant qu'une femme. Quand je dessine, j'ai envie de révéler la force des femmes, mais aussi les faiblesses. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où la femme doit être forte, être belle, ne pas se plaindre, avoir la meilleure image. Alors qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. Sûr. La réalité, c'est pas ça. Être une femme dans notre société actuellement, c'est une galère totale. Et j'ai envie de par mes illustrations que les femmes se retrouvent dedans, mais qu'elles y voient un message d'espoir aussi et de courage. Genre, ok, on est dans la galère, mais il y a du beau dans tout ça. Et regarde toute la force que t'as en toi, quoi, et vas-y. On parlait de ta recherche d'emploi, là. Tu t'envisages quoi? Tu veux redevenir tatoueuse? Faire un truc à rien à voir? Tu parlais de community management avant qu'on commence. Ouais. Du coup, là, j'ai vraiment pris le temps de me poser, de mettre toutes les compétences que j'avais à plat, de peser le pour et le contre. Et je pense que je vais aller dans le community management parce que c'est quelque chose que j'ai fait auparavant, que j'aime faire. Je pense que je suis, en tout cas, j'aime animer des communautés, j'aime partager, transmettre, voir ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fait pas, ce qui est dans le mouvement, ce qui est pas dans le mouvement. Et comme j'ai des compétences là-dedans, je me suis dit c'est un métier que j'aime quand même, donc je vais pas m'ennuyer, dont on a besoin encore plus aujourd'hui. Ah, c'est sûr. Toutes les boîtes là ont vraiment besoin d'une bonne com pour continuer à vivre. Et c'est un métier aussi où je vais avoir un salaire tous les mois. Et je pense que c'est un métier, en tout cas, qui est moins fatigant que quand j'étais infirmière vétérinaire, que je bossais 14 heures par jour. Sûr. Quand je vais rentrer le soir, je me dis j'aurais peut-être un peu de temps à me dégager pour pouvoir dessiner, peindre, les week-ends aussi, et je serais pas à me dire mon Dieu, 3 animaux sont morts aujourd'hui sur la table de chirurgie. Voilà. Et t'envisages aucune voie où tu dessines? Alors, tu pourrais trouver, je sais pas, aller illustrer pour quelqu'un. C'est ce que j'ai forcément. J'ai essayé de faire ça. J'ai essayé. En fait, quand j'ai commencé à illustrer, je me suis dit, ok, donne-toi une deadline où si tu vois que ça a pas pris, prends un taf plus serein, quoi. Et du coup, j'ai créé un book qui m'a pris énormément de temps, donc mon portfolio. J'ai pas mal démarché. J'ai envoyé à des entreprises, à des imprimeries aussi qui vendent des prints, d'illustrateurs, etc. Et j'ai eu plusieurs retours positifs comme quoi c'était cool et tout, mais c'est jamais allé plus loin. Donc, dans l'idéal, ce que j'aimerais là, c'est illustrer des bouquins, des affiches, illustrer quoi, juste illustrer, peu importe, voilà, faire ça parce que c'est ce que j'aime faire. Sauf qu'en fait, c'est long de se faire connaître dans ce milieu-là. C'est long que les gens veuillent bien t'accorder leur confiance. C'est long aussi, en tout cas au stade de jeune illustratrice où j'en suis, de pas être sous-payée. Parce qu'en général, quand on débute dans l'illustration, les gens se disent « Ah ben,
Je vais lui donner un truc qui va durer bien 2 mois, mais par contre, ça va être payé comme une stagiaire. Et ça m'a pas démotivée, parce que je sais que ça va être long, ce chemin-là. Mais ça m'a fait quand même revenir à la réalité de, ok, là, vu le peu de temps qui te reste avant la fin de ton chômage, tu peux pas continuer à espérer que tu vas tomber sur la personne qui va bien vouloir t'embaucher. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix douloureux de mettre un petit peu l'illustration de côté pour pouvoir faire un emploi plus safe, quoi. Ça peut te rassurer. Moi, je suis passé par 8 mois vraiment de panne. Ouais. Ça m'était jamais arrivé depuis que j'ai, je sais pas, 18 ans, mais 8 mois, zéro écriture. Ça s'est passé parce que j'avais écrit un article sur le polyamour, Ok. la monogamie, et j'avais reçu j'avais reçu les deux, à la fois des messages d'amour et c'est Oui. incroyable, mais à la fois des messages de haine de catholiques, bref, je te passe les détails, mais j'ai eu comme ça un blocage, et quand j'étais en plein dedans, je me disais mais je vais jamais réécrire. Et en fait, ça reviendra. Tu vois, là tu le mets de côté maintenant, mais C'est ce que je me dis. Je me dis, ça ne m'a jamais quittée depuis que je suis gamine. Ça me quittera pas là maintenant. Au contraire, maintenant qu'en plus ça s'est vraiment révélé à moi et que j'ai vu à quel point je pouvais être heureuse, parce que quand on fait pas ce qu'on aime, on n'est pas heureux. ah oui, douter de burn-out. Voilà, on n'est pas heureux et le corps finit par le faire savoir, enfin le cerveau surtout. Et là, mais enfin, je me suis découverte, je suis tellement plus sereine et puis quand je dessine, enfin, il y a plus rien qui existe autour de moi, quoi. C'est juste magique. Donc je sais que c'est temporisé pour un temps, que c'est pas une fin en soi. Mais forcément, j'ai des craintes et des doutes parce que je me dis, voilà, j'aurai moins de temps à accorder à Bien ma sûr. communauté. Si j'ai encore des commandes, ben, j'aurai moins de temps aussi pour les faire. Est-ce que le fait de moins pratiquer aussi, ça va me faire perdre en assurance et en créativité et de moins avoir de stimuli je sais pas. Je peux te dire un truc aussi qui peut peut-être te rassurer. Alors qui est dans... Ça peut aller dans les deux sens. Il peut se passer exactement ce que tu viens de dire. Évidemment. Où t'as plus de temps, etc. Il peut se passer l'inverse. Moi, je sais que il y a les phases où j'étais en couple et célibataire. Ouais. Et je me disais, putain, mais mon couple m'empêche de créer. Et une fois que t'es célibataire, tu te dis, ah, en fait, c'est bien d'avoir un rythme. Et c'est pareil Oui. pour les vacances versus être dans une boîte. Ça quand même, ça te crée un rythme, ça te crée un cadre, et il y a moyen que ça te donne, toi, de l'énergie. À cause pour un travail qui te... C'est ce que je me dis, Ça ça me va fait peut-être kiffer. me dynamiser aussi. Et puis là, enfin, je te cache pas que le fait que Guillaume travaille à la maison, Mhm. moi aussi, là Mhm. du coup, plus le confinement qui a suivi avant, c'est compliqué Ah, j'avoue. de vivre avec quelqu'un c'est et clair. de travailler dans le Ah, même c'est endroit clair. que la personne, parce qu'il y a plus de notion de la vie perso et la vie pro. Comment vous faites, du coup? Alors au début ça a été vraiment une galère parce qu'en fait j'avais absolument pas la notion de vu qu'il est là, il est en train de travailler. Donc ça m'arrivait d'aller enfin il est en train de bosser quoi et j'arrive et je lui pose des questions, bah, tu veux manger quoi, nanana, et la vie et le beau temps. Et du coup ça a été vraiment compliqué parce que on a mis vraiment de temps avant de réussir à trouver un rythme et je pense qu'on l'a pas encore trouvé à 100%. Mais pendant le confinement, en tout cas, on s'était dit de 9h à 18h, chacun est dans sa pièce, fait son truc. Et le soir, on se retrouve comme si, en fait, on allait normalement au travail, quoi. Donc, putain, attends, je sais plus ce qu'on disait. Je pense à un milliard de trucs en même temps. C'est pour ça que vous avez aménagé la pièce, l'atelier? Non, on l'a aménagé depuis le début. Ah, depuis le début, il y avait déjà cette Depuis le notion début, d'avoir un espace depuis le début, il y avait dédié. cette notion d'avoir un espace dédié. En fait, c'était impossible pour nous d'avoir un appartement où il n'y ait pas une pièce où on puisse créer et où on puisse, entre guillemets, se réfugier et vaquer à ses occupations. Mais non, voilà, du coup, je me souviens de ce que je te disais. On a fini par à peu près trouver un rythme, mais c'est quand même compliqué. Et c'est pour ça que j'ai hâte aussi d'avoir un emploi, parce que j'ai hâte d'avoir mon rythme à moi, de quitter mon appartement. Je me dis peut-être qu'en le quittant aussi et en me confrontant plus à ce qu'il y a à l'extérieur, en rencontrant de nouvelles personnes, ça va restimuler ma créativité, ça va me faire rencontrer des gens qui vont être intéressés par ce que je fais dans l'illustration et pas dans mon nouveau job. Donc non, je pense que c'est un mal pour un bien. C'est le cheminement que je dois prendre là, il est comme ça. Donc
je me dis c'est peut-être pour qu'au bout il y ait quelque chose d'encore mieux. Tu parlais de commandes, donc je suppose, et puis j'ai vu même sur ton Insta que tu montrais des tirages que tu vendais, t'as réussi à faire un petit revenu avec ça ou Alors ça fait pas longtemps que j'ose vendre. Avant t'osais pas? Ouais, j'osais pas du Et tout. qu'est-ce qu'il y a? En fait, je pense que c'est mon entourage qui arrête pas de me répéter mais pourquoi est-ce que tu vends pas tes prints? Pourquoi est-ce que tu proposes pas de faire des portraits personnalisés? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et chaque fois je disais non, mais enfin, je me sentais pas légitime, quoi, encore cette question de légitimité. Et Alors que pourtant ton entourage te disait ouais, mais je pense que des fois on a vraiment des œillères. Enfin, tu te disais quoi quand ils disaient ça? Tu disais je me disais ils m'aiment, quoi. Ouais, ils t'aiment trop, du je coup me disais ils m'aiment et ils ont envie de me conforter et voilà. Et en fait, un jour j'ai fait des tirages pour une amie pour son anniversaire et l'imprimeur s'est trompé et m'a donné en double exemplaire. Donc des super tirages, super qualité. Et il y a 1 mois et demi, je retombe dessus. Et je me dis, putain, mais c'est trop con parce que c'est du super papier, c'est de la super qualité. J'ai travaillé énormément sur ces œuvres. Bah vas-y, fais une story et montre qu'ils sont à vendre. Et en fait, en 2 heures, je les avais tous vendus, dont un qui est parti au Canada. Donc super contente en plus de voir que ma communauté s'élargit au-delà des frontières. Et je suis partie en vacances avec une copine qui est artiste aussi. On a énormément créé, ça m'a fait du bien d'être dans un endroit avec quelqu'un d'hyper créative. Et elle m'a dit j'adorerais que tu me fasses mon portrait à ta façon. J'ai envie que ce soit ma photo de profil, Facebook, LinkedIn, Instagram, machin. Ce serait un honneur et tout. Et alors je lui dis non, c'est un honneur pour moi de faire ça. Du coup je l'ai fait et elle m'a dit mais attends, mais pourquoi est-ce que tu monétises pas ça, quoi? Parce que c'est super, ça fait des super cadeaux pour les gens, tout le monde a envie de ça. Et du coup, pareil, j'ai fait une story comme ça, sans trop m'attendre à quoi que ce soit. Et en fait, j'ai eu plein de commandes. J'ai eu plein de commandes de gens qui, en fait, sont super intéressés et veulent leur portrait dans mon style. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à... Alors, j'en vis pas, hein, clairement. Je vends pas assez pour. Mais tu vends pas du tout assez ou c'est encore un... C'est juste qu'en fait, par exemple, tu vois, je pourrais créer un site internet, un compte Etsy, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à passer le cap et à oser le faire. Donc quand je fais des tirages... Tu bloques pourquoi? Sur pareil, légitimité... Ouais, je pense, je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens, ils achèteraient ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que ça a de si exceptionnel? Ah, pourtant, à 2 reprises, tu l'as fait, et à chaque fois, les gens, ils... Mais je sais, alors... Là, j'ai fait quelque chose de bien. J'ai passé commande à mon imprimeur pour plein de prints, donc qui arrive cette semaine. Du coup, je vais avoir plein de prints à vendre cette semaine. C'est quoi un print? Alors, un print, c'est donc un dessin que tu fais, qui est digital, enfin, ou en tout cas que tu scannes pour qu'il soit digital, et que tu envoies à ton imprimeur, et qui est imprimé sur un papier de format A5, A4, A3, comme tu veux, avec un type de papier que tu veux, texturé. Donc là, t'as passé commande à ton imprimeur, mais de toi-même, personne t'a commandé ces trucs-là. Okay. Non, mais bien évidemment, j'ai regardé lesquelles de mes illustrations avaient le plus plu, avaient été le plus likées, le plus commentées. Quand j'ai fait par exemple des jeux concours où je faisais gagner une illustration, j'ai regardé lesquelles à chaque fois les gens voulaient. Du coup, c'est celle-là que j'ai imprimée forcément. Et je pense que là, c'est vraiment le test parce que j'en ai vraiment fait imprimer beaucoup, où je vais les remontrer, les proposer en vente, et si je vois que ça part vraiment, je pense que je créerai mon site internet pour en faire profiter. C'est combien beaucoup? Beaucoup, je sais pas, si j'en vends une quinzaine, quoi. Déjà, je trouve que c'est... tu vends ça à quoi, 20 euros? Ouais, selon le format, entre 15 et 30 euros selon le format, ouais. C'est à 300 euros suivant tout. Ouais. Il y a plus qu'à. Ouais, il y a plus qu'à, mais en fait, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, il se passe tellement de choses tout le temps que c'est dur de se démarquer, d'oser se démarquer, d'oser faire les choses parce que, ouais, comme je disais tout à l'heure, quand on ouvre les réseaux sociaux, il y aura toujours quelqu'un qui fera entre guillemets mieux, qui fera plus, et c'est vachement démotivant. Par exemple, la dernière fois, je regardais Instagram, je regardais des illustrateurs que j'aime beaucoup, et je me disais, mais punaise, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir une communauté pareille? J'ai l'impression, en tout cas, de travailler autant, de mettre mes tripes à chaque fois que je fais quelque chose. Et
Et ça bloque. Et du coup, quand je vois ça, je me dis, ouais, mais en fait, pourquoi tu fais ça, quoi? Pourquoi tu fais ça? Puisque t'as pas autant de... Enfin, voilà, c'est cette spirale de... la spirale des followers, quoi, qui est complètement bête, hein, mais dans laquelle on est forcément un peu pris, en tout cas quand on s'intéresse un peu aux réseaux sociaux. C'est clair. Moi, un truc qui me rassure, c'est de me dire, t'as pas besoin En vrai, t'as besoin de 1000 fans. Ouais. Je sais pas si tu connais cette théorie des 1000 fans. Non, vas-y. La théorie des 1000 fans, c'est un truc qui dit que maintenant, justement, comme on a la distribution qui est beaucoup plus simple, si t'as pas besoin d'une major ou de je sais pas quoi, enfin, un intermédiaire, si t'as 1000 personnes qui sont chauffées pour t'acheter régulièrement, bah, tu vois, 1000 personnes qui t'achètent une fois dans l'année un truc à 50 €, ça fait 50 000 €. Oui, Donc, tu vois, clair. Sans aller chercher à avoir des dizaines de milliers de followers, je pense que t'es sur un bon truc. T'as déjà une communauté qui t'achète. Vu la vitesse à laquelle des trucs partent à chaque fois. En fait, c'est ça qui m'a... et d'ailleurs, merci aux gens qui me suivent et qui me soutiennent dans mon quotidien, parce qu'en fait, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout, j'ai été super touchée, j'ai été rassurée aussi forcément quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, ah bah ça plaît, ça a touché quelqu'un, et c'était ça mon but. Et je pense que c'est aussi les gens qui me suivent qui m'ont poussée à aller jusque ça, en voyant que j'avais réussi à vendre des illustrations. Là, j'ai voulu proposer des portraits personnalisés. Là, j'ai vu que ça a marché. Et en fait, je pense que aujourd'hui, si là je continue à faire ce que je fais, c'est grâce à tous ces gens qui me suivent. Parce que forcément, quand on propose quelque chose et qu'on a un retour, c'est hyper galvanisant, quoi. Bah, toi, t'as la chance d'avoir une communauté qui te pousse. C'est-à-dire que tu... Ouais, tu vas moins vite qu'elle, limite. Ouais, franchement, je vais moins vite qu'elle. Alors, j'ai pas non plus une communauté énorme, mais en fait, ce qui est assez dingue, c'est que les gens qui me suivent sont hyper actifs sur tout ce que je fais. Je reçois 4-5 messages par jour, donc de gens que je connais pas, hein, qui sont super mignons, qui réagissent à mes stories, qui commentent, voilà, qui me demandent des commandes. Des fois, j'arrive pas à choisir des trucs, donc j'essaie de faire participer ma communauté, qui m'aide à choisir. Enfin, des messages trop mignons, trop gentils. Et si aujourd'hui, ouais, je fais tout ça, c'est pour ces gens-là justement. Et je trouve que c'est ça qui est beau aussi quand même dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une proximité qui se crée avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés normalement. Et ces gens-là, sans s'en rendre compte, au quotidien, ils nous aident en fait à garder entre guillemets espoir, quoi. Ils sont combien dans ta communauté? 638, je crois, ou 658, je sais pas. Tu vois, on prend 600 personnes, si elles sont vraiment motivées, ces 600 personnes, elles t'achètent pour 50 € une seule fois dans l'année. Ouais. T'es déjà à 30 000 €. C'est ça. Non, mais c'est vrai que dit comme ça, c'est dingue, mais en fait, c'est pareil. J'ai mis longtemps à comprendre que je pouvais monétiser ce que je faisais. Parce que ce que je fais, ça vient vraiment de mes tripes. C'est très intime et très personnel souvent. Tu te dis qui voudrait acheter un truc qui vient de moi, quoi. Ben c'est ça, je me dis qui voudrait acheter un truc qui vient de moi, et surtout je me dis mais attends, t'es qui pour vouloir vendre ça? Enfin, qui a dit que tu pouvais vendre ça, quoi? Et c'est vrai que le jour où tu comprends que en fait y a personne qui a rien à dire sur ce que tu fais, en tout cas quand tu fais pas quelque chose de mal, il y a personne qui peut avoir son avis en fait dessus, parce que je trouve que c'est beau déjà d'oser faire. C'est beau d'oser faire, et puis enfin pour moi c'est une vraie thérapie, le dessin. C'est vrai? Ouais, vraiment tout ce que je ressens, tout ce que je vois dans la société aujourd'hui qui me plaît pas ou qui me plaît, et auquel j'arrive pas à mettre des mots, parce que des fois c'est difficile de parler d'une émotion. Grâce au dessin, j'arrive à l'exprimer. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort, en tout cas pour moi, que de parler à certains moments. Et la preuve, de toute façon, à chaque fois où j'ai été mal, j'ai dessiné. Toutes les fois où j'ai eu des couleurs dans ma vie, le truc qui est ressorti à chaque fois, qui a été présent, et qui m'a, entre guillemets, un peu sauvé de plein de choses, ça a été le dessin. C'est la preuve, comme quoi, voilà, j'aurais dû, des petites, voir l'évidence. Je vais te poser la question inverse. Tu dis quitter pour vendre des choses, mais quitter pour empêcher les gens qui kiffent ce que tu fais de leur donner. Ouais, c'est vrai. Qu'en vrai, tu leur empêches, là. Ouais, c'est vrai. Mais non, puis je pense qu'il y a un peu de pudeur aussi. Et, c'est dur quand c'est un truc intime, c'est très dur. C'est dur. Et puis voilà, il y a toujours ce truc de qui je suis, quoi. Qui je suis pour faire ça. Mais j'essaye de me libérer de ces chaînes. Comment tu fais?
J'essaye de plus écouter mon entourage, D'accord. déjà, parce que je me dis qu'au-delà du fait qu'ils m'aiment, c'est quand même des gens bienveillants et qui m'enverraient pas au casse-pipe non Sur la plus. question, c'est est-ce qu'ils te disent quand tu fais un truc un peu moins bien? Bien sûr. Donc c'est qu'ils doivent dire la vérité quand tu... Et exactement. Et je pense que c'est ça aussi, voilà, qui me fait réaliser que des fois ils ont, même souvent ils ont raison. Et je pense que je fais un travail très personnel aussi de me dire, en fait, tu sais qui tu es maintenant, donc vas-y. Arrête de te mettre des barrières, tu t'en es mis toute ta vie, et c'est pas ça qui te fera avancer et qui te fera être heureuse en tout cas. Et tu y arrives? 80% du temps. Ouais. C'est un vrai travail au quotidien. C'est un vrai travail au quotidien. Ouais, c'est après, voilà, je pense que c'est un manque de confiance en moi aussi, mais ça se travaille. Je sais que ça se travaille et je travaille dessus et ça va pas venir tout de suite. Je vais pas tout de suite être à 100%, mais 80% du temps, j'arrive à me libérer de mes chaînes. Tu parlais de thérapie. Ouais, je parlais de thérapie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Non, bah ouais, si je peux dire, je sais pas si ça va prendre une tournure un peu triste, mais je pense que en fait, j'ai toujours eu une santé fragile. Depuis petite, je suis née prématurée, enfin, j'ai passé des mois et des mois sous couveuse à être réalimentée, etc. Donc voilà, je suis née fragile. Du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai été opérée du cœur, du cerveau. J'ai toujours eu des trucs, toujours des médicaments. J'ai toujours été enfermée un peu dans une sorte de... Enfin, mon corps est un peu une prison pour moi parce que ça m'a souvent empêchée de faire plein de choses. Parce que des petites, on me disait, tu peux pas faire ça, t'es malade, tu peux pas faire ci, non, fais attention à ci, à ça. Et les seuls moments, en fait, où je pouvais exprimer ma fragilité, mais aussi ma force, parce qu'en fait, ça a révélé une énorme force chez moi, d'avoir été tout le temps faible, entre guillemets, c'était quand je dessinais. Quand je dessinais, je pouvais être qui je voulais. Mon corps ne pouvait pas m'en empêcher. Je pouvais dire et faire ce que je voulais. Mon corps pouvait toujours pas m'en empêcher. Et du coup, dès petite, le dessin, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, ça me fait toujours du bien parce que j'ai toujours des soucis de santé. Donc c'est toujours compliqué. Et dans les moments où je vais pas bien, la seule chose qui marche pour moi, c'est de dessiner. Et ça me redonne de la force. Ça me redonne. Et tu y arrives? Parce que moi, parfois, je suis tellement pas bien. Tu vois, là récemment, je suis vraiment dans une phase où j'étais pas bien que j'arrive même plus à écrire en fait. Mais ouais, je crois que vraiment. Alors, tu vois, c'est marrant, mais moi, c'est quand je suis très heureuse que j'arrive pas à dessiner. Ah, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. C'est quand tout va très très bien dans ma vie. T'arrives plus à dessiner. J'arrive plus. Comment ça se fait? Je sais pas. Je crois. Enfin, je saurais pas te l'expliquer, mais quand je suis pas bien, que ce soit pas bien au stade où tu touches le fond ou au stade où ça va à peu près, il y a pas de souci. Ma créativité est là, je dessine. Et quand je suis je pense que quand je sais pas, quand je suis très heureuse, il me manque peut-être presque plus rien. Mais du coup, tu ressens moins le besoin de faire ta thérapie Je ressens moins le besoin de dessiner. Pourtant, j'en ai toujours envie. C'est ça qui est assez frustrant, c'est que quand je suis heureuse, j'ai quand même envie de dessiner, mais ça vient presque pas, quoi. Ou en tout cas, je prends énormément de temps à faire quelque chose. Comment tu gères ces moments où tu n'y arrives pas? C'est des moments compliqués. Alors, c'est des moments où d'un coup aussi je me sens soulagée parce que je me dis c'est cool, tout va bien dans ta vie, pas de souci. Et d'un côté, c'est un peu frustrant parce que je me dis ouais, mais dessiner c'est quand même quelque chose que j'aime faire et qui m'anime, donc c'est dommage que ce soit vraiment un besoin qui soit viscéral que au moment où ça aille pas, quoi. Donc je me force à dessiner même quand ça va très bien parce que j'ai envie de voir aussi ce que ça peut donner, parce que forcément quand je vais très bien et que je dessine, c'est différent. Et t'aimes ce qui sort quand tu te forces? Un peu moins, parce que je pense que c'est un peu moins profond. Ce qui sort, c'est un peu moins profond, c'est un peu moins douloureux, c'est plus beau, plus léché, il y a un peu moins d'émotion dans le regard de mes femmes. Enfin, j'ai remarqué que c'était un peu moins... c'est joli, mais il y a moins de messages derrière, en fait. Il y a moins de messages derrière. Et le public? Comment? Et le public? Est-ce que tu vois une différence dans la réception du public entre... Ouais, j'ai vu une différence. J'ai vu une différence et c'est marrant parce que des fois j'ai l'impression qu'ils aiment les trucs plus beaux et plus léchés. C'est pour ça que je te pose la question, parce que très souvent Ouais. C'est pareil, très souvent je me rends compte qu'il y a un vrai décalage entre ce que toi t'aimes et tu dis ça,
c'est mon truc préféré. Est-ce que eux, ils vont aimer? Ça, c'est m'est arrivé tellement de fois de me dire, oh, punaise, j'adore ce que j'ai fait. Là, il y a vraiment quelque chose. Et je le poste et bim, un gros down, quoi. C'est l'angoisse. Et du coup, là, tu te dis, putain, mais pourquoi je comprends pas? Parce que là, il y a vraiment tout dedans, quoi. Et des fois, je fais des trucs que j'aime, hein, mais bon, il y a pas vraiment de message profond, quoi. Et là, c'est la profusion de likes, de commentaires, c'est dingue, en fait, à quel point sa perception est complètement différente de celle des autres et à quel point on peut être sûr de quelque chose qui, en fait, va pas du tout marcher, quoi. Et comment tu gères cette lutte? Parce qu'en fait, ça veut quand même dire qu'il y a une tension entre à quel point je fais un truc que les gens, ils aiment, et à quel point je fais un truc que moi, j'aime. Eh ben, j'ai été vachement tiraillée. Au début, j'ai voulu absolument faire des choses que les gens aimaient. Ah, j'aurais pensé l'inverse. Voilà. Donc t'as essayé de faire un truc que les gens ils aimaient. Au tout début, voilà, j'ai essayé de garder mon identité, mais de faire des choses qui plaisaient aux gens. Parce que forcément, on a envie de plaire aux gens. Et ça fait du bien quand on fait des choses qui plaisent et qui procurent de la joie. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est cool hein, que les gens aiment, mais le principal, c'est que moi, j'aime déjà. Et je préfère avoir moins de followers, mais que mon travail, pour moi, il soit vraiment qualitatif, plutôt que faire un travail en quantité et d'avoir plein de gens qui me suivent et que ce soit pas vraiment mon identité. Du coup, il y a quelques mois, je me suis dit non, stop. Tu fais vraiment ce qui te plaît. Tant pis si ça plaît moins, c'est pas grave. Et en fait, ça a été trop bien de faire ça parce que les gens qui me suivent, ils me suivent vraiment pour ce que je fais. J'ai moins de followers que d'autres gens, mais les gens qui me suivent, c'est vraiment parce que ce que j'ai à leur donner, ça leur plaît. Et en tout cas, c'est 100% moi dedans. C'est libérateur. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais un blog, alors que j'ai toujours, parce que il y a même plus de gens qui le lisent maintenant que quand j'écrivais dessus, et que ça s'appelle Dessine-toi un emploi, qui a fait plus d'1,3 million de vues. J'ai des plein de fois, enfin, mais c'est pas moi. En fait, j'ai pas envie. Ouais. Et du coup, là, j'ai un truc beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus cool, et au quotidien. Et où t'es à 100% toi dedans. C'est ouf. Mais je pense que c'est ça qui est important, c'est de pas s'oublier. Parce que forcément, voilà, comme tu dis, quand t'as plein de followers, plein de gens qui suivent, il y a ce côté, ok, il faut produire, faut faire, etc. Faut que ça plaise. Mais en fait, si toi t'es pas heureux dans ce que tu fais, si tu t'oublies, enfin pour moi ça a pas intérêt. En tout cas, j'ai pas envie que ce que je crée, ça prenne cette tournure-là. J'ai envie de toujours être fière de ce que je fais et pas de faire pour les autres, mais pour moi d'abord. Après, si ça plaît, tant mieux. T'as parlé de page blanche tout à l'heure. Oui. Comment tu gères ça de la page blanche? Où tu trouves ton inspiration? Comment tu... Alors on a compris qu'apparemment t'as plus d'énergie créative quand t'es moins heureuse. Mais comment je gère la page blanche? Alors des fois il y a la page blanche, mais c'est pas grave parce qu'en fait il y a pas d'obligation de créer et du coup là je me laisse porter. Je me dis si ça vient tant mieux, si ça vient pas tant pis, c'est pas grave. Et des fois il y a la page blanche, mais il y a une obligation de créer. Qui est angoissante parce que t'as pris un engagement quelque part. Voilà, parce que t'as un engagement quelque part auprès de quelqu'un. Et là du coup je me fais violence parce que de toute façon je pense qu'il faut se faire violence dans des moments comme ça et ça ouvre après à des choses géniales. Et du coup je m'inspire énormément de mon vécu, des femmes qui m'entourent, donc de mes amis, de ma famille, de ce que je vois dans les médias aujourd'hui. J'ai énormément de bouquins, donc j'ouvre énormément de bouquins pour trouver l'inspiration dedans. Pinterest aussi beaucoup, je trouve qu'il y a une banque d'images magnifique où il y a vraiment plein de choses géniales. Et je m'inspire beaucoup de la nature aussi. J'ai vécu en Guyane, donc je pense que ça... Et puis j'ai vraiment vécu dans la jungle pour le coup, donc je pense que ça... Ouais, il y a une beauté, je trouve, dans la nature qui est juste dingue. Et ouais, je fais ça. Je fais ça et en général, ça prend un peu de temps, mais ça revient. L'inspiration revient à moi. Et du coup, après, c'est que du kiff. Raconte-moi une fois en particulier où tu t'es fait violence pour faire un truc. Comment t'as fait? T'as des petites techniques, t'as des routines, t'as des astuces, Alors, attends, je réfléchis 2 secondes. Hein. Une fois en particulier, je me suis fait violence. C'est fou parce que ces derniers temps, je me fais violence souvent.
Je me fais violence souvent. Ouais, non, si. La première commande que j'ai eue, c'est une amie à moi qui l'a faite et c'était pour sa marque. Elle a une marque de lunettes, de petits objets mode sympa à porter, quoi, pour les nanas. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est un style vestimentaire très très différent du mien. C'est un univers très différent de mon univers et j'ai été super emballée quand elle m'a demandé ça parce que ça a été vraiment un plaisir pour moi de faire ça. Sauf que comme c'est pas du tout mon univers, pas du tout mon style, que je me reconnais pas trop dedans, j'ai galéré. J'étais pleine d'envie, sauf qu'en fait ça marchait pas, ça sortait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée, je me suis dit laisse-toi une journée tranquille, sans te forcer. Ça va peut-être venir comme ça. Le but c'est pas non plus de mal vivre cette première expérience de commande, quoi. Ah, c'est la première? Ouais, c'était la première en plus. Ouais, c'était la première. Parce qu'en fait, c'est complètement différent de créer pour soi et pour quelqu'un d'autre. Et la créativité, pour moi, est même réduite de moitié quand je fais pour quelqu'un. Parce que forcément, tu te sens un peu bridé. Tu veux faire en plus bien pour l'autre, conforme aux règles qu'on t'a données. Et parce donc, qu'en plus, c'est pour quelqu'un d'autre et c'est pas n'importe quand. C'est pour un délai... Et c'est pas n'importe quand. Puis à partir du moment aussi où t'es payé, c'est complètement différent. Il y a une vraie pression qui se crée. Du coup, ça m'a complètement paralysée. Donc, je me suis d'abord laissé une journée à me dire tranquille, c'est pas grave. Tu peux te permettre cette journée de rien, quoi. Et ensuite, je me suis dit bon, ok, là en fait, tu vas passer ta journée à faire ça, à regarder, à te renseigner sur l'univers, sur qu'est-ce que c'est, à regarder d'autres illustrateurs aussi, qu'est-ce qu'ils font dans ce thème-là un peu mode, etc. À essayer de trouver l'inspi où tu peux. Et j'ai passé une journée entière à me documenter, on va dire. Et il y a toujours rien qui venait. Et à la fin, je me suis rappelé un truc essentiel, c'est qu'avant tout, le dessin, c'est censé être du plaisir pour moi. Et que mon amie, c'est quelqu'un que je connais parfaitement et que j'adore. Et du coup, j'ai juste besoin de ça, en fait, pour m'inspirer, de m'inspirer d'elle. Et en fait, voilà, j'avais oublié en tout cas, pour moi, mon premier fondement, c'est que, à la base, je m'inspire de femmes qui m'inspirent. Ah, du coup, t'as retourné le truc. Plutôt que t'inspirer de l'industrie dans laquelle elle est, t'es inspiré d'elle-même, en fait. Exactement, puisque sa marque, c'est elle. Et c'est une nana, Patricia, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Et je me suis inspirée d'elle et c'est venu tout de suite, quoi. C'est venu tout de suite. Parfois, en fait, je pense qu'on est trop embrouillé par tout ce qui se fait, par tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure. Et il faut juste revenir à l'essentiel, aux choses basiques. Et du coup, quand j'ai ce syndrome de la page blanche, j'essaye d'enlever tout ce qui me parasite et de me concentrer vraiment sur, en tout cas, moi, ce qui marche avec moi. Voilà. C'est ouf. Ouais. Tu fais un peu de musique? Oui, je fais de la musique. Comment on en est venu là? Parce que... Comment est-ce que j'en suis venue à la musique? T'as pas de lien a priori entre le dessin et la musique? Non, il y en a pas. Mais donc ouais, comme je te disais, mon père, en fait, c'est un fan invétéré de musique rock anglaise, pop rock. Alors, tu parles un peu d'art avec tes parents? Non. Non, jamais? Non. Avec ma mère, si, un peu, mais pas tant que ça. Je parle beaucoup de musique avec mon père, parce que je pense que c'est la seule chose dont on parle ensemble, mais on parle beaucoup de musique. Et en fait, depuis petite, ouais, il m'a mis dedans, et un jour, on m'a offert une basse. Alors, je chantais depuis toujours, et on m'a offert une basse, comme ça, j'avais rien demandé à personne, et révélation. Je me suis dit, waouh, la basse et le chant, c'est juste magique, ça va parfaitement ensemble, c'est un instrument qui me convient bien. Et du coup, je n'en avais jamais vraiment joué, mais ça marchait quand même un peu bien. Et j'étais à une soirée, je crois que c'était à la Mécanique Ondulatoire, il y avait un concert. Et je rencontre un mec avec sa nana, et j'entends en fait, j'étais à côté dans leur conversation, qu'ils disent qu'ils cherchent une bassiste. Oh, et voilà, coup du sort de ouf. Coup du sort. Et du coup, je fais ah salut. Mais je vais écouter ce que vous avez dit. Il se trouve que voilà, je suis bassiste, bah je veux bien. Ça fait combien de temps que tu faisais de la basse? Je sais pas, ça faisait 3 mois, quoi. Parce que tu as beaucoup parlé de légitimité, et là, d'un coup... Ouais, mais j'ai été beaucoup plus... c'était une période de ma vie où j'étais vraiment jeune. Et c'était la période après Londres, où pour moi, la musique, c'était... Désolée. Pour ceux qui nous écoutent, il y a le chat qui vient il y a le chat qui vient de faire un câlin. Et qu'est-ce que je disais? Et ouais, donc c'était la période où je me disais, ouais, la musique à fond, la musique. Et j'avais pas peur.
Je pense que j'étais jeune, donc C'est fou. Insouciante. J'avais pas peur. Déjà, j'étais partie à Londres sur un coup de tête, quoi. C'était vraiment une période de ma vie où j'étais hyper impulsive et où je me disais ça passe ou ça casse, mais j'essayais. Et en fait, le gars m'a dit ah bah carrément, viens chez moi la semaine prochaine, il y a une répète avec les autres membres du groupe et tout. J'y suis allée. Je savais pas trop en jouer non plus, hein, ça faisait que 3 mois. Hein. Et en fait, le mec, alors que j'étais pas non plus une bête de bassiste, quoi, m'a tout appris. M'a tout appris. Donc j'ai fait mon premier groupe avec lui. Ensuite, mon père m'a présenté à un pote à lui qui faisait du post-punk, pas du tout mon style. Mais il m'a dit ouais, on cherche une chanteuse du coup cette fois-ci. Donc j'ai été dans son groupe en tant que chanteuse. Et en fait, c'était un peu dur pour moi parce que déjà le mec, il avait 45 ans. Donc il était affirmé, c'était quelqu'un d'affirmé. Moi, je l'étais pas du tout. Il avait une voix très affirmée et moi, j'ai une voix moins affirmée. Et du coup, d'un coup, je me suis dit, ouais, la musique, c'est bizarre, quoi. Enfin, je me retrouve pas, j'arrive pas à exprimer qui je suis. Donc, je suis partie, entre guillemets, en solo, on va dire. Et j'ai fait mes petites compos de mon côté, mes trucs. Et puis, ça a fini par s'épuiser un peu. C'est-à-dire que je faisais de la musique que chez moi, pour moi, toute seule. De temps en temps, si j'allais chez des potes qui faisaient de la zik, je faisais un bœuf avec eux et ça s'arrêtait là. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré Guillaume que c'est vraiment revenu. Parce que forcément, vu qu'il est musicien... donc des années après. Ouais, des années après, parce que... 8 ans après. Quasiment 8 ans après. Je l'ai rencontré et un jour, je crois qu'il m'a proposé de chanter. Il me dit, ouais, tu veux chanter avec moi, tu veux? Je sais plus ce qu'il m'a dit. Et j'étais trop gênée. Je me suis dit, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que t'as pas pratiqué. En plus, pour moi, c'était un dieu de la musique. Donc, et finalement, je me suis lancée et du coup, on a commencé à faire de la musique comme ça pour le plaisir. Et c'était trop bien parce que j'ai redécouvert une passion qui m'animait vraiment fut un temps et qui m'anime toujours. J'ai découvert aussi une autre façon de m'exprimer que par le dessin, parce que la musique, c'est une autre façon de s'exprimer. Et surtout, j'ai jamais eu aucune gêne ou aucun jugement avec Guillaume parce que il a toujours été bienveillant avec moi, c'est quelqu'un de très pédagogue. Et on a fini par créer donc Clyde et Bonnie, notre duo musical. Donc Guillaume m'a appris à jouer du piano, du coup, parce que je jouais du ukulélé aussi en plus de la basse. Donc il m'a appris à vraiment avoir plusieurs cordes à mon arc. Et donc on a créé ce petit duo très cool, très sympa, sans prise de tête, sans pression. Donc de temps en temps, quand on a le temps, quand on a l'envie, on fait des covers. Alors on est en train enfin ça fait un moment qu'on bosse sur notre première chanson. Tu veux dire original? Ouais, à nous, notre premier petit bébé musical. Je sais pas pourquoi, on a un peu arrêté quoi, parce que peut-être que moi on est plus à l'aise dans les covers, je pense ensemble. Et du coup, de temps en temps, on fait des petites covers et c'est cool parce que ça me fait une coupure avec le dessin aussi par moment et quand je chante ou quand je joue de la musique, je vide mon sac différemment. Quand dessinant, c'est pas la même émotion que c'est pas pareil. Mais c'est bien aussi. Et du coup, pendant un confinement, vous avez fait une cover. Oui. Comment tu l'as vécu? Ouais. Comment c'était? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça a été, je pense, le meilleur moment du confinement pour moi. Oui. Encore plus que quand tu dessinais? Ouais, encore plus parce que je faisais quelque chose avec quelqu'un. Déjà, c'était un partage à deux. Et pas un premier partage seul avant que ce soit montré à d'autres gens. C'était un partage à deux et pendant le confinement, ce qui a été dur, c'est qu'on a été coupé du monde, coupé des proches, des gens qu'on aime. C'était un moment assez terrifiant, je pense, pour tout le monde. Et déjà, le fait d'avoir eu ce projet ensemble, il y a eu un côté solidarité, quoi. D'un coup, je me suis dit, ah, c'est trop bien. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool, il faut qu'on diffuse ça parce qu'en fait, les gens, j'ai envie qu'ils puissent se divertir aussi. J'ai envie de partager un peu de joie, un peu de bonheur, de douceur dans cette période hyper sombre et étrange. Et du coup, le fait qu'on fasse ça et que je sache que ça avait une fin à être partagé avec plein de gens, ça m'a fait un bien fou, quoi. Ça m'a fait un bien fou parce que moi, ça m'a rendue heureuse et je me suis dit, ça va sûrement rendre heureux d'autres gens. Ça va apporter un peu de bonheur et de voir que du coup, même pendant cette période, il y a quand même des choses qui se font, qui se créent. C'est juste trop bien.
C'est fou parce que c'est la 3e ou 4e fois que tu parles de partage. C'est Ouais. important pour toi le fait de partager ton truc à des gens? Je donne depuis toujours dans toutes mes relations, enfin énormément. J'ai besoin. J'ai besoin de partager. J'ai pas forcément envie de recevoir. Ça m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, enfin, c'est vraiment de partager mon expérience, ma gentillesse, enfin, tout ce que je peux partager avec les gens. Peut-être parce que je suis fille unique. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup partager avec des frères ou des sœurs, ou j'ai pas beaucoup de famille non plus, donc pardon. C'est bon. J'ai pas beaucoup de famille non plus. Du coup, depuis petite, j'ai toujours tout partagé. Dès que j'avais des copines, mes jouets, tout, même mes animaux, je les prêtais à mes copines. Et ouais, le partage, c'est important. Je pense que c'est l'une des rares choses qui reste un peu d'humanité aujourd'hui. C'est une façon d'être solidaire, c'est une façon de se rapprocher aussi avec les gens, de montrer qu'on n'oublie pas les gens. Puis je trouve qu'on se sent mieux quoi quand on a partagé quelque chose et que ça a pu aider quelqu'un. Enfin, c'est juste génial ça. T'as parlé de plusieurs femmes qui t'avaient dit que ça les touchait, que ce que tu dessinais les touchait. Oui. Quand on te dit quoi son travail? Déjà, est-ce qu'on dit des trucs qui t'étonnent? Moi, je sais qu'un truc qui m'étonne le plus, c'est les gens rigolent sur ce que j'écris. Je ne fais pas exprès. Sachez-le. Sachez-le. Quand j'écris, ouais, je fais pas exprès de vous faire rire. Les gens trouvent que c'est drôle quand j'écris. Est-ce que toi, il y a un truc qui t'a surpris dans les retours? Ouais, ça m'a surpris. Déjà, je m'attendais pas à avoir des retours. Donc, quand j'en ai eu... Donc déjà, juste avoir des retours, ouais, ça t'a surprise. Déjà, avoir des retours, ça m'a surprise. Et en fait, dernièrement, il y a 2 choses vraiment qui m'ont touchée. Une amie de mes parents qui est musicienne, Jenny Wu. On s'était souvent vus en soirée, donc pas le temps d'avoir des vraies conversations intimes et profondes, quoi. Et dernièrement, elle était chez mes parents qui habitent dans le sud. J'étais là-bas aussi. Et je sais pas, c'était le matin. On allait partir à Guillaume justement, redescendre sur Paris et non, remonter sur Paris, pardon. Elle avait la tête dans le cul et tout. Et là, elle pose son café parce qu'elle elle est canadienne. Et elle me dit, écoute Chloé, il faut que je te parle. Ce que tu fais, tu te rends pas compte à quel point c'est dingue. Wow. Elle m'a dit, moi, dès que je vois tes dessins, j'ai la force tous les jours de continuer de faire ce que je fais. Les femmes, ça se voit que tu veux vraiment leur rendre hommage et merci. Et elle avait presque les larmes aux yeux quoi en me le disant. Donc moi j'ai pleuré comme une madeleine parce que waouh, j'arrive à procurer ça à des gens. C'est juste dingue. Et du coup elle m'a dit je veux absolument t'acheter une des illustrations. Donc je lui ai dit no way, c'est cadeau. Et dernièrement, bon, je raconterai pas sa vie ou quoi parce que c'est assez privé, mais donc il y a une nana qui me suit que je connais pas du tout qui m'a passé une commande et en fait elle m'a livré des choses très très intimes sur sa vie. Donc déjà je m'attendais pas à ça m'a pas choquée, au contraire ça m'a touchée. Et en fait elle m'a expliqué que dans ce que je dessine, elle avait envie d'avoir son portrait à elle en fait parce que elle avait envie d'être vue par mon regard. Et d'être révélée vraiment de ce qu'elle est, de par ce que je dessine, que tout ce que je fais, ça a énormément de force et qu'elle veut montrer la force qu'elle a de par ce dessin et que sa vie a pas été facile, mais que ce temps-ci, ça va un peu mieux et que ce serait une belle réussite. Et ça m'a vachement touchée parce que je pensais pas aller aussi loin dans les émotions que vous provoquez aux gens, en fait. Quand il y a un truc comme ça se passe comment? Alors, tu la vois, tu la rencontres, c'est que des photos, Non, pour l'instant, donc à part les amis pour qui j'ai fait ça que j'ai vu, ça se passe sur Instagram. Du coup, les gens m'envoient un DM et en fait, ce que je demande, c'est qu'ils m'envoient 4-5 photos d'eux qu'ils aiment bien. Alors, s'ils veulent m'en envoyer qu'une et que ce soit celle-là, soit celle-là, je leur demande aussi qu'ils me disent ce qu'ils aiment dans la vie. Peut-être un petit peu ce qu'ils sont 2-3 fois sur ce qu'ils sont, ce qui les anime. Et en général, de m'envoyer 1 ou 2 illustrations que j'ai déjà fait qu'ils aiment bien pour que je vois un peu... Tu dis il, mais c'est des elle, non? Ouais, c'est elle. C'est que des elle, quasiment. Ouais, c'est que des elle. Ouais, je dis il, mais parce que l'habitude de dire il. C'est que des elle. Je leur demande qu'elles m'envoient 1 ou 2 illustrations qu'elles aiment bien pour me faire une idée. Et en gros, ouais, il y a 3-4 messages d'échange, quoi. Et ensuite, go. C'est parti pour la création. Comment tu te motives au quotidien? Comment t'arrives à garder surtout qu'en plus,
Moi, je suis convaincu que... Alors, de un, je suis convaincu parce que je l'ai vécu. De deux, j'ai lu un peu sur le phénomène. Tu sais, tu parles des 9 heures où Oui. on appelle ça le flow ou la zone. Oui. Et en fait, c'est un état qui est comparable à l'absorption de drogue. Et qui, du coup, D'accord. comme toutes les drogues, t'as un effet, donc tu sens plus le sommeil, Oui. la faim, etc. Mais du coup, comme tous les montées de drogue, t'as forcément une redescente. Oui. Et donc, ça veut dire que quand tu t'infliges ça, ce qui est hyper cool donc, à vivre sur le moment, mais tu dois payer en contrepartie Alors déjà, je suis habituée à pas beaucoup dormir de par C'est vrai mon ancien boulot, ouais. Le sommeil, c'est pas quelque chose qui me... Ah, puis bon, je pense que ce qui m'est arrivé quand on m'a dit que j'ai failli mourir, enfin maintenant, je dors hein, comme tout le monde, mais ne pas dormir, c'est pas quelque chose qui m'impacte. C'est pas grave pour moi. Et en fait, ouais, il y a des moments où vraiment je passe ma journée entière à dessiner, et même des fois Guillaume va se coucher et je continue de dessiner. Et d'un coup, je vois il est 2 heures du matin et je vais me coucher. Et il y a des moments où je suis très, je sais pas, mes journées sont très en dents de scie, quoi. C'est-à-dire que pendant 1 heure, je vais dessiner, puis d'un coup, bah, il y a une série sympa. Allez, hop, je mets Netflix, je vais regarder ma série. Je redessine et ensuite mon chat veut jouer, donc pendant 1 heure, je joue avec mon chat. En fait, c'est très au feeling. Comme là, j'ai le luxe entre guillemets de pouvoir aménager mes journées comme j'ai envie. Je me laisse aller. Je fais ce qui me fait du bien. Et si pendant 9 heures, il faut que je dessine, je mets 9 heures. Si en fait, je veux dessiner avec 2 heures et après aller voir une copine, voilà, je fais ça. T'arrives à gérer l'équilibre entre avoir une vie sociale, fréquenter les gens, et le temps, forcément, que t'as besoin de garder pour ta création. Je suis très casanière, donc j'ai plus tendance à rester chez moi que sortir. Du coup, c'est plutôt l'inverse. L'inverse qui se produit, Ouais, toi. c'est l'inverse qui se produit. D'accord. C'est là ces temps-ci, j'essaye vraiment d'accorder du temps à mes amis parce qu'elles me poussent au quotidien. C'est des personnes que j'admire. Du coup, ces temps-ci, je prends sur moi pour dire, OK, allez, cette semaine, tu vas voir 4-5 copines, tu sors, parce que sinon, je passe trop de temps à la maison, en fait, à dessiner. Je me fais plus happer par ça que par ce qui se passe dehors. Et pourtant, quand je suis dehors, je suis très contente et à chaque fois, je me dis, faut faire ça plus souvent. Mais non, j'ai pas ce truc d'être plus dehors que dedans et de galérer. Ah, c'est pratique, ça. Ouais, ça, c'est Oh, pratique. c'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Il y a pas grand chose qui me tente, en fait, dehors. Pourtant, j'aime être dehors, mais quand je suis dans mon truc, je suis dans mon truc, je suis dans ma bulle et Même à l'intérieur, Netflix... en fait, alors, j'ai toujours besoin qu'il y ait du bruit, quand je dessine. Du coup, soit il y a de la musique que Guillaume écoute, vu qu'on travaille au même endroit, voilà. Soit on ferme la porte et chacun met son son. Soit c'est Netflix, mais ça ne me déconcentre Ça te fait un pas. fond Ouais, musical. il me faut un Ok. fond. Je suis très rarement déconcentrée. Enfin, Guillaume dit que je suis tout le temps déconcentrée, mais je pense que c'est pas vrai. Au contraire, je suis rarement déconcentrée. On arrive sur la fin, ça fait combien de temps ça fait? Oh, ça fait 1h05, je pas vu le temps passer. Je croyais qu'on était à 35 minutes. Ben ouais, non plus. Parfait. Imaginons que ton œuvre, elle Ouais. soit... Je te donne un ticket qui te permet Ouais. de montrer une œuvre à 7 milliards d'humains. D'accord. Alors pas forcément une œuvre que t'as déjà faite, hein, au contraire, plutôt un fantasme. Moi, ce que j'adorerais montrer aux gens, si je meurs là, je serais Ouais. deg. Alors, je serais pas deg parce que je serais mort. Mais le truc ouais, qui t'aurait... moi, c'est j'ai un projet de livre en tête qui s'appelle En couple avec moi-même. Voilà. Trop bien. Ouais, et tu vois, ça qui est ouf, c'est que c'est le seul projet que j'ai où les gens, juste au titre, j'ai pas besoin de pitcher, les gens disent, oh, trop bien, j'ai envie de le lire. Ouais, Ça m'est m'est jamais toujours arrivé avant. bien. Ouais. Avant, tu sais, j'ai plein de, là, je suis en train de sortir un livre qui s'appelle, tu vas mourir et tant mieux. 12 principes pour mieux vivre ta vie. Mais c'était une galère à trouver le titre, à machin. Enfin, y a pas le même engouement Oui. qu'il y a à juste en couple avec toi-même. Et donc, tu vois, si moi, je pouvais être sûr que j'avais une œuvre qui était montrée à 7 milliards de personnes, bah, dans le futur, ça serait ça. Ce sera Est-ce que t'as celle-là. un truc, toi, qui, Ouais, donc je pense que c'est une œuvre que j'ai pas encore faite. Mais ouais, si je devais montrer une œuvre, ce serait une œuvre où ce serait un mur entier, déjà. Un mur. Un mur D'accord. peint, où il y aurait peut-être une centaine de femmes dessus. Ok. Alors c'est impossible de montrer toute la diversité et la différence, hein, mais qui engloberait la différence, la force, les faiblesses des femmes. Et où elles seraient toutes elles, quoi. Juste montrer ça. Des anonymes ou des gens connus? Je pense que ce serait des gens qui m'entourent et après peut-être connus parce qu'il y a des gens connus. Par exemple, je sais qu'il y aurait Frida Kahlo dedans. Ah. C'est une évidence.
Il y aurait Frida Kahlo dedans, c'est sûr. Il y aurait des amis à moi dedans, des gens que je suis sur Internet dedans. Toujours en couleur pastel, comme j'ai vu sur ton... Ouais, Ah, c'est une bonne question, tiens, parce que noir et blanc avec quelques touches de couleur très très vives pour taper, ça pourrait être pas mal aussi, mais quelque chose de fort. Quand on le voit, que ça dit, que les gens se disent waouh et que les mauvais mecs d'aujourd'hui, je dis bien les mauvais mecs d'aujourd'hui tremblent en voyant ça. Voilà ce que j'aimerais. On a un titre à cette œuvre fantasmée? C'est dur là. C'est dur, hein, comme je dis, t'arrives pas, mais je pense que ce serait un truc très simple, mais là sur le vif, ce serait elle au pluriel. Ah, voilà. Marrant. Merci Chloé. Merci à toi. Si jamais on veut te retrouver quelque part, on tape quoi sur internet? Alors sur Instagram, on tape Bonnie_illustration. Voilà. Cool. Yes. Ton Instagram, c'est ton moyen principal de communiquer. C'est ma principale vitrine. Après, j'ai un mail, mais ça se trouve dessus. Non, mon LinkedIn, il est pas folichon. Il y a un truc que tu veux dire qu'on n'a pas abordé ou Merci à tous d'avoir écouté. Yes. C'est cool. Merci Chloé. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du Syndrome de la Page Noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.